Hello, hello, hello. Aujourd'hui, nous allons parler de Soul, la dernière production des studios Pixar qui appartiennent à Disney, produit plus spécifiquement par Dana Leigh Murray et réalisé par Pete Docter, réalisateur notamment de Monstres et compagnie, Vice Versa, Lao, soit une personnalité qui pèse dans le Disney Universe. En juin 2018, il remplace l'un des pontes de Pixar, John Lasseter, réalisateur notamment de Toy Story 1 and 2, et le producteur de bon nombre de productions Pixar, dont La Reine des Neiges, premier du nom. Pour la petite histoire, il devient directeur de la créa en remplaçant John Lasseter parce que ce dernier a été accusé de harcèlement sexuel et pour cela, c'est vu plus ou moins contraint à la démission, comme quoi ce genre de comportement arrive même au sein d'industries destinées à une cible familiale telle que Disney. À la co-réalisation, nous trouvons Kemp Powers, soit, et c'est important de souligner, le premier afro-américain affecté à un tel poste chez Pixar, sachant que son histoire, son passif, a servi d'inspiration au personnage principal de Soul, Joe Garner. À la composition, nous trouvons d'une part Trent Reznor et Atticus Ross et Jon Batiste à l'écriture des chansons. Jon Batiste étant une sommité du jazz. Très vite, par ailleurs, au cours de Soul, on se rend compte que le jazz n'a pas été choisi par hasard en matière de musique principale. Cette musique a une histoire. Le jazz a toujours fait en sorte de transformer n'importe quel son en quelque chose qui a de la valeur, qui a du sens. Plus généralement, quand on y paye attention, on réalise que les compositeurs ont fait en sorte de synchroniser ce qu'il se passe à l'écran avec la bande originale. À la base, Soul devait sortir le 19 juin dernier, mais Covid oblige, la sortie a été annulée dans les salles de cinéma et Disney a décidé de le distribuer exclusivement sur sa plateforme de streaming Disney+, le 25 décembre dernier. À ce propos, attendez-vous à ce que Disney annonce de plus en plus de contenu cinématographique sur Disney+, dans les mois à venir, si ce n'est les années à venir. Nous aurions donc le droit à toutes les productions cinématographiques produites par Disney, ce qui inclut Pixar, Star Wars, Marvel, la Fox, directement sur Disney+, sans passer par la case ciné, comme le fait déjà Netflix. En ce qui concerne la jeunesse de Soul, elle remonte à 23 ans en arrière, lorsque la femme de Pete Docter accouche de leur premier enfant. Et c'est à cet instant que Pete réalise que son enfant, qui vient à peine de naître, semble déjà avoir une personnalité bien distincte. Quelques traits de caractère ressortent et sont restés tels quels par la suite. Ce qui lui a fait se poser la question: à quoi est due cette personnalité? Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est l'astrologie? À cet égard, sachez que les balances sont le meilleur signe de l'univers. Il n'y a pas de débat sur la question. Non, je voulais juste. Est-ce le hasard? La question reste posée et n'a pas véritablement de réponse de toute manière à la fin de Soul, même si elle explore une piste que nous allons analyser par la suite. L'univers prend place à New York City, la grosse pomme, avec une réalisation magistrale. New York respire de vie, c'est hallucinant même de la part de Pixar. Des efforts, des progrès, des améliorations ont été apportés à la symbiose entre réalisme et image de synthèse. Un autre détail auquel ont beaucoup tenu Pete Docter et Kemp Powers réside dans le cosmopolitisme de New York City qui fait partie de son ADN. Qu'il s'agisse de Manhattan, de Queens, de Brooklyn, les habitants sont new-yorkais ayant des origines diverses et variées. Ce qui fait la spécificité de New York City et lui a toujours donné ce statut d'exception culturelle eu égard au reste des États-Unis. Nous suivons le destin d'un homme ayant la quarantaine passée. Il est professeur de musique dans un collège et s'emploie à éduquer sa passion à toutes sortes d'élèves. Des élèves étourdis, des élèves désintéressés et parfois des élèves passionnés. Outre le co-réalisateur Kemp Powers, sachez que le personnage de Joe Garner a également été basé sur le passé de Pete Docter, de même que sa bonhomie de manière générale. Ainsi, en termes de gestuelle, de silhouette, sur le personnage de Roger des 101 Dalmatiens. Doublé par Jamie Foxx dans sa version US, Joe Garner est ce qu'on peut appeler un rêveur borné. Ainsi, il a beau avoir dépassé la quarantaine, Joe s'arc-boute sur la réalisation de son rêve
qui serait de se produire dans les jazz clubs les plus réputés de New York. C'est son rêve absolu et Joe a l'intime conviction qu'il ne commencera à vivre qu'en réalisant ce rêve. Ce qui a le don de profondément agacer sa mère, Liba. Depuis toutes ces années, Joe a négligé l'aspect réaliste de la vie, autrement dit le travail, l'argent. Il a toujours fait en sorte de mettre son rêve en priorité absolue, ce qui fait qu'en termes de stabilité financière, ce n'est pas la joie. Liba est d'autant plus inquiète que son mari défunt, Ray, était exactement pareil. C'est elle qui gérait les finances, qui maintenait la famille à flot. Et Ray, tout comme Joe, s'employait à exercer sa passion qui est le jazz. Or, il s'avère que Joe s'est vu proposer un CDI au sein du collège dans lequel il officie en tant que professeur d'éducation musicale. Une nouvelle qui ne le transporte pas de joie parce qu'il sait que si il accepte, il va devoir encore mettre davantage de parenthèses sur son rêve. Dans le même intervalle de temps, Curley, l'un de ses anciens élèves, le contacte et lui dit s'il serait intéressé pour se produire en tant que pianiste aux côtés de la famosissima Dorothy Howe Williams, soit une référence absolue du jazz qui se produit dans le club le plus réputé de NUC, le Half Note. Et pour son quartet, Dorothea envisage d'embaucher un nouveau pianiste. C'est l'occasion inespérée pour Joe de réaliser enfin son rêve le plus précieux. Et c'est à partir de là que tout va basculer. Si vous n'avez pas encore vu le film, sachez que ça va commencer à spoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès les 10 premières minutes du film, on part sur un retournement de situation qui m'a surpris de bout en bout. Je n'avais pas vu de teaser ou de trailer de Soul, mais à ce que j'ai cru comprendre, même dans les bandes annonces, Pixar a fait en sorte de ne pas divulguer quoi que ce soit sur cet événement fondamental. Vous êtes prêts? Joe meurt. Sous le coup de l'excitation, Joe ne réalise absolument pas ce qui se passe dans son environnement extérieur. Il arrive un accident et l'âme de Joe se voit transportée dans l'au-delà, ou plutôt le grand avant, le monde des âmes. Soit un univers drastiquement différent de New York City. Adieu les formes chaleureuses, adieu l'impression de vie palpable. Nous nous retrouvons dans une sorte d'environnement aux contours flous, aux formes éthérées, avec une impression de flottement, des volumes, des particules, des lignes très sphériques, très douces, et surtout, ce qui est d'ailleurs voulu par Pixar, une absence de substance. Et pour cause. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde des âmes, celles et ceux qu'on appelle Michel ou Jerry, soit l'espace quantique, font en sorte d'attribuer des personnalités et ce qu'on appelle la flamme aux nouvelles âmes qui, par la suite, déboule sur Terre, afin de s'incarner en nouveau-né. À la base, Joe était censé monter vers l'au-delà. Or, quand il réalise qu'il est mort et qu'il va vers la grande lumière blanche, Joe panique. Pour rappel, il s'agit d'un rêveur borné, une personne qui, toute sa vie durant, a tout donné pour accomplir son rêve. Or, il s'avère qu'il est mort sans avoir pu réaliser son rêve. Et ça le rend fou. À quoi bon avoir vécu pour rien? Joe va alors tout faire pour ne pas être dirigé vers la lumière blanche. Et dans ses tribulations, Joe atterrit dans le You séminal, soit ce fameux monde des âmes. Ce qui va alerter un certain Terry qui, à coup de bilboquet, s'affaire à régir les âmes qui partent et qui viennent dans cet espace quantique. Très vite, Joe réalise qu'il ne peut pas retourner sur Terre, mais qu'il existe une solution pour peut-être déjouer les lois spatio-temporelles. De fait, il s'avère qu'à chaque nouvelle âme est attribué un sensei dont la mission est de trouver la flamme, le déclic qui va donner envie à la nouvelle âme d'aller sur Terre. Ces sensei, ce sont des anciennes âmes qui ne sont pas encore allées dans l'au-delà parce que leur vie, leur existence passée pourrait permettre aux nouvelles âmes de se trouver une motivation en vue d'aller sur notre chère planète Terre. Joe va être pris pour l'un d'eux et on va lui attribuer une âme perdue qui répond au nom de 22. Présente dans le grand avant depuis des années et des années, 22 n'est jamais parvenu à trouver sa flamme, la passion
qui lui donnerait envie d'aller sur Terre et d'expérimenter, de ressentir toutes sortes d'émotions, si bien positives que négatives. C'est à ce moment-là, en faisant connaissance avec 22 et en réalisant qu'elle ne veut pas du tout aller sur Terre, que Joe va proposer un pacte. Je t'aide à trouver ta flamme. De cette manière-là, on t'impose un label bonne pour aller sur Terre. Joe lui substitue ce label et parvient à récupérer son enveloppe corporelle, sachant que le corps de Joe est dans un état de coma profond pour l'heure. S'ensuit une quête de soi qui va bouleverser à la fois la conception de Joe et celle de 22. De base, la quête de soi est un processus très laborieux, parfois désespéré, où il peut s'en suivre toutes sortes de sentiments de perdition. À quoi je sers au final? Est-ce que j'ai vraiment les capacités de réaliser mon rêve? Est-ce que ce monde me correspond? Lorsque je parlais de rêveur borné en ce qui concerne Joe, c'est aussi par rapport au monde tel qu'il est actuellement, une société capitaliste qui définit l'individu par rapport à l'argent qu'il engrange. Forcément, quand vous tentez de réaliser votre rêve, le désir de gagner de l'argent, ce n'est pas ce qui motive votre quête d'aboutir à quelque chose. Or, tout dépend de l'argent. Le loyer, la nourriture, les sorties, les hobbies, les voyages. C'est compliqué d'être un artiste. Et nous nous retrouvons donc à nouveau dans New York avec cette odyssée qui s'avère surprenante à de nombreux égards. Au final, l'essence des rêves réside-t-elle véritablement dans l'atteinte d'un objectif précis? Ou est-il nécessaire de savourer tout ce trajet, tout ce chemin que l'on parcourt en vue de réaliser ce rêve? L'obsession mue par la passion n'est pas une mauvaise chose, mais si elle supplante l'instant présent, forcément, à un moment donné, ça devient un problème. Vous risquez tout simplement de ne jamais être heureux. C'est notamment ce que va réaliser Joe lorsqu'il pense avoir réalisé son rêve et qu'il demande à Dorothea pourquoi je suis pas si heureux que ce que je pensais. Et à ce moment, Dorothea lui conte l'histoire d'un poisson, d'un jeune poisson qui, pendant son trajet maritime, rencontre un poisson plus âgé et lui demande « Dites-moi, monsieur, où se trouve l'océan ?» Et le vieux poisson lui répond « L'océan ? T'es dedans, petit. Je comprends pas. Tu nages dedans depuis toujours. » Par certains aspects, Saul invite à l'introspection. En ce qui me concerne, par exemple, mon rêve serait de vivre de mon rêve. Or, ce que je ne réalise peut-être pas, c'est qu'en œuvrant à la réalisation de ce rêve, en écrivant des articles, en réalisant des vidéos, je fais ce que j'aime et je prends plaisir. Seulement, je n'en me rends peut-être pas suffisamment compte. Parce qu'il y a cette obsession de vouloir être indépendant, financièrement parlant, grâce à mon rêve. Faire en sorte qu'il ait une valeur monétaire. Est-ce vraiment un rêve? Que ce soit à travers 22, doublé par Tina Fey au passage, ou Connie, l'une des élèves de Joe, qui au début du film s'abandonne à la musique, sans même le réaliser, parce qu'elle savoure l'instant présent, parce qu'elle est heureuse, sans même le savoir à ce moment. C'est bien évidemment arrivé à Joe, lorsqu'il pianote, et qu'il entre dans cette sorte de transe artistique qui lui donne l'impression de vivre, mais paradoxalement, il n'en a jamais eu conscience. Cette omission du bonheur simple, on la retrouve également dans le salon de coiffure que vont visiter Joe et 22. Les clients qui se font coiffer ont leurs sièges qui sont tournés vers les autres clients afin d'encourager la conversation, afin de renforcer les interactions sociales et également solidifier le sentiment de communauté. C'est particulièrement vrai dans les salons de coiffure de New York City, ceux qui sont destinés à une clientèle afro-américaine. À un moment donné, le coiffeur, après que 22, réincarné dans le corps de Joe par accident, se soit épanché en diatribe sur le sens de la vie, l'odyssée des passions, les complexes humains, les rancœurs qui naissent, la nécessité de se trouver à travers l'instant présent. Le coiffeur dit à celui qu'il pense être Joe, tu n'avais jamais parlé comme ça auparavant. Tu ne faisais que parler de ta musique, de ta passion, du jazz, mais tu ne prêtais absolument pas attention à celles et ceux qui étaient autour de toi. Tu avais beau être mu par la passion, tu ne la faisais pas partager et tu ne la faisais pas coexister avec les aspirations de ton entourage. Et ça peut chambouler quand on s'identifie à toutes ces problématiques essentielles, parfois dramatiques, les choix de raison, l'environnement désespérément réel, s'employant parfois à broyer nos rêves, pour peu que l'on ne soit pas né dans les bonnes circonstances, pour peu que l'on ait eu affaire à un ou plusieurs drames, pour peu que nous n'ayons pas eu de chance, cette angoisse de mourir sans avoir accompli sa destinée se retrouve adoucie, tempérée par l'écriture, par le propos et l'espoir que suscite Saul. J'ai pour ma part été très touché
par ce film, me reconnaissant dans le personnage de Joe, mais aussi celui de 22. Et c'est à ce titre l'un de mes meilleurs Pixar. J'ai rarement été touché par les œuvres Pixar en soi. À part Toy Story 1 et 2, je n'arrivais pas à entrer en écho avec elle. Ce n'est absolument pas le cas de Soul. Paradoxalement, toutes les thématiques que soulève Soul montrent rapidement qu'il s'oriente vers un public adulte. Ce qui explique pourquoi certains enfants ont pu s'ennuyer parce qu'ils ne comprenaient pas la plupart des thématiques abordées ou parce qu'ils n'avaient pas forcément les outils ou le vécu nécessaire pour saisir les clés et parvenir à comprendre la globalité du propos de Soul. Bien sûr, il y a de l'humour, il y a des couleurs, il y a la musique tonitruante qui fait que, quoi qu'il en soit, le divertissement est là, on passe un bon moment, mais je doute que Soul fasse partie des longs métrages favoris des enfants quand il en vient des productions Pixar et Disney. Au bout du compte, on finit par appréhender la nécessité de ne pas trop se prendre la tête avec nos rêves, bien évidemment qui sont importants, mais la vie en soi est plus importante. La vie au quotidien recèle de bonheur plus ou moins factice, plus ou moins éphémère, qu'il convient de saisir et de savourer jusqu'à la lie. Tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Accident, maladie, le corps humain est malheureusement très fragile et personne n'est en mesure de savoir ce que demain nous réserve. Voilà pourquoi il faut profiter de vous, œuvrer à vos aspirations tout en savourant l'ascension qui vous y mène. De manière plus générale, profitez de vos proches, que ce soit les liens du cœur ou les liens du sang, et réalisez pour la plupart d'entre nous l'unique chance qui nous est offerte de vivre dans un monde où nous pouvons parfois sourire sans la moindre arrière-pensée. Votre âme est précieuse, alors ne la gaspillez pas. Vive l'art, vive la musique, vive Soul, vive vous. Ciao ciao. Bam